Salut les amis, donc pour ceux qui ont besoin de comprendre l'article 73 de CPP, donc je dois d'une façon ou d'une autre répéter ce qu'on a vu pendant la formation. Soit disant, l'article 73 de CPP, qui veut dire Code de procédure pénale, comme vous avez déjà l'obligation de le savoir, stipule que toute personne a le droit d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. On est d'accord? Ainsi, cet article permet à des citoyens d'intervenir dans des situations de flagrant délit, justifiant la commission de certaines infractions dans le cadre de l'appréhension. En d'autres termes, il autorise l'interpellation d'un individu en flagrant délit, ce qui est essentiel pour la protection de l'ordre public et bien sûr pour l'intérêt de nos clients. Donc, basé sur legifrance.gouv.fr, qui sera quand même un site que vous devrez enregistrer, j'ai lu, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants, punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne à qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Et je fais question de remarquer bien ça, parce que, donc, comme on a vu le texte d'avant, il ne parlait pas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Et ça, c'est essentiel pour que nous, on puisse effectivement mettre en place l'article 73, donc les droits d'appréhension. À savoir, lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite sous contrainte par la force publique devant l'officier de police judiciaire. Je veux bien aussi vous rappeler que les obligations de l'agent privé de sécurité lors d'une appréhension, l'article 73 de CPP bien sûr, la personne appréhendée est sous la surveillance et la protection de l'agent ayant effectué l'appréhension. Et je répète, la personne qui vous appréhendez, elle sera sous votre surveillance et sous votre protection jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Je vous rappelle nouvellement que les obligations de l'agent qui procède à l'appréhension, tout d'abord, l'APS ne possède aucun droit particulier pour faire face à un délit ou à un crime flagrant. Il n'est ni un gendarme ni un policier, donc jouez pas les cow-boys les gars, ok? Il ne peut donc pas procéder à une arrestation ou fouiller une personne, des bagages ou un véhicule sous condition, bien sûr, de terrorisme, l'article 613-3 du CSI, et bien sûr le L226-1 du CSI aussi. L'APS a les mêmes droits qu'un citoyen sous certaines conditions. Procéder à une appréhension, donc s'abstenir en cas de doute, c'est le conseil que je vous donne, le doute profitant à la personne soupçonnée. Donc ne vous oubliez pas de ça, ok? Donc pratiquer une palpation lors de l'événement sportif, récréatif, culturel, donc basé sur l'article 613-2 CSI, palpation administrative ou de sûreté, aussi appelée comme ça, ou soumettre l'entrée dans un lieu privé à la justification d'une identité, ou encore contrôler le contenu des bagages et des véhicules en application de l'article 226-1 du CSI. À savoir, l'article 73 du Code de procédure pénale précise que, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire, donc le plus proche. Mais notez bien, pour appréhender l'auteur d'un flagrant délit, il doit commettre l'un des 5 cas de flagrance définis dans l'article 53 du Code de procédure pénale que nous allons voir ci-dessus, bien sûr, que je vais vous répéter, mais qu'on a déjà vu et qui vous devrez connaître. L'APS ne peut intervenir s'il y a flagrant délit. La flagrance caractérise ce qui était évident
incontestable. Je répète, la flagrance caractérise ce qui est évident, incontestable. Pour qu'il y ait flagrance, il faut commettre un acte constituant un crime ou un délit, je répète, puni d'une peine d'emprisonnement. Article 53 du Code de procédure pénale est qualifié comme crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Donc, quels sont les 5 cas de flagrance que je vous ai parlé? Je le répète, le crime ou le délit se commet actuellement, donc c'est l'infraction qui se commet sous les yeux de l'agent. Le crime ou le délit vient de se commettre, donc c'est le crime ou le délit qui s'est commis depuis peu de temps et dont l'APS a connaissance, ou encore, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique. C'est la situation dans laquelle un auteur de crime ou de délit prend la fuite sous les cris de plusieurs personnes. Au voleur, aidez-nous, au voleur, par exemple. Dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. C'est le cas de flagrance supposée. Okay. Dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée présente des traces et indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. C'est aussi un cas de flagrance supposée, mais ici, l'évidence des traces et indices portés par la personne soupçonnée s'impose. Comment se caractérise l'infraction? Donc déjà, elle est caractérisée par 3 éléments consécutifs. On dira l'élément légal, l'élément moral, l'élément matériel. Donc, l'élément légal, il n'y a pas de peine sans loi. Pour qu'une personne soit sanctionnée, il faut qu'elle aille violer une loi qui emporte une sanction pénale. L'élément moral, l'infraction qui doit être le résultat de l'intention coupable de son auteur ou être capable de comprendre les conséquences de ses actes. L'élément matériel, l'infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur. Maintenant, que faire en cas de doute? Les soupçons profitent à la personne soupçonnée. Je répète, les soupçons profite à la personne soupçonnée. Sinon, elle se réserve le droit de déposer une plainte pour avoir été soupçonnée à tort et demander des dédommagements par rapport à son honnêteté pour avoir été exposée aux personnes aux alentours. Il y a préjudice pour la personne. Pour ce faire, oui, elle peut demander dédommagement. Attention, je répète la phrase, les soupçons profitent à la personne soupçonnée. Donc, pour appréhender l'auteur des faits, il est important que les 3 conditions suivantes soient réunies. Première, savoir ce que l'auteur a dérobé. Récupérer les emballages s'il en a. Deuxième, savoir où l'auteur a dissimulé ce qu'il a dérobé. Troisième, ne jamais perdre de vue l'individu. À risque de décharger, bien sûr. J'accroche quand même plus 2, quoi. 4, maintenir sa surveillance, bien sûr. Et 5, s'assurer que l'auteur n'a pas payé le produit, bien sûr. Important à retenir. Appréhender après les caisses ou après les bornes anti-vol selon la configuration du magasin. Avoir une attitude rassurante de manière que l'auteur vous suive sans difficulté. Je répète, appréhender uniquement, je mets même le mot, impérativement, après les caisses ou après les bornes anti-vol. Et notez bien, lorsque vous avez abordé un individu, il faut toujours se présenter. Bonjour, je suis l'agent de sécurité du magasin. Si vous voulez pas être quand même trop pointilleux, vous direz bonjour, agent de sécurité. Monsieur, bonjour. Et là, vous exposez ce que vous avez exposé, ok? Même si l'on voit que vous êtes l'agent de sécurité, rappelez-vous, je vous le répète, on se présente.
Notez que les policiers et les gendarmes se présentent toujours aussi, hein, et engager la communication et expliquer calmement à la personne pourquoi vous l'abordez. Question que vous pouvez y avoir. Est-ce qu'on peut user de violence? Pour appréhender une personne, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la force. Okay? L'intelligence, c'est quand même la plus grande force que vous irez avoir pendant toute votre carrière. Toutefois, le droit d'appréhension autorise la coercition, c'est-à-dire l'usage de la force, la contrainte, mais à interdiction de toute violence, même légère. Et ça, vous pouvez le voir dans l'article 631-10 du CSI. Okay? Donc, vous pouvez faire l'usage de l'article 803 du Code de procédure pénale si l'auteur est dangereux pour lui ou autrui ou susceptible de vouloir prendre la fuite. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est l'article 803? J'espère que oui, mais on verra ça plus tard. C'est aujourd'hui le souci numéro 1 de l'hypermarché. Ici, un retraité s'apprête à dérober une lame de robot ménager. Regard furtif vers les caméras et le tour est joué. Plus loin, une adolescente enfile des t-shirts les uns sur les autres au beau milieu d'une allée. Cette jeune femme se désaltère à l'œil avant de se débarrasser de la bouteille vide au rayon textile. Prise en flagrant délit, ces clients indélicats vont devoir payer les articles volés ou dégradés. Certains feront également l'objet d'une plainte. Problème pour le magasin, les caméras ne peuvent pas tout voir. Alors il y a Eliès. Son travail à lui, traquer les oublis du caddie. Des produits qui peuvent passer les caisses dissimulées au fond d'une poussette ou encore sous un sac. Donc ouais, on va faire un petit ronde là, habituel. Pour observer le fond des chariots, Eliès a ses techniques. Refaire ses lacets par exemple. S'il y a un petit doute, voilà. Je rabaisse un peu pour jeter un petit coup d'œil, voilà. C'est vu l'objet, c'est bon, après je sais c'est où, voilà. Et justement, en caisse 12, Eliès a un doute sur un objet posé sur le siège enfant d'un caddie. Il me semble que c'est un cahier ou des enveloppes. En fait, une planche à découper. Simple oubli ou tentative de vol? Elle a mis le tapis là au-dessus. La caissière, elle ne voit pas. Donc à mon avis, c'est fait pour cacher. Bonjour madame. Surveillance de s'il vous plaît. Juste, non, là, mais pas de mal, madame. Il me semble qu'il y avait un petit oubli, là, juste. Pardon, alors là... Je vous demande gentiment de... Voilà. Excuse-moi, madame. C'est indépendant. Non, mais il n'y a pas de mal, madame. Malgré les soupçons, pas question pour Eliès de faire part de ses doutes. Je suis sûr, Lucie. 100 €, hein. Ouais, je sais très bien, madame. Oui, alors là, c'est... Je sais très bien. Oui, madame, il n'y a pas de souci. 2,29 €. 2,29 €, madame. Ça arrive des fois, c'est des oublis. Ah oui, bah oui, là... Ça arrive des fois quand on n'a pas vu, parce que c'était un peu gris comme le journal, donc il n'y a pas de mal, madame. Faire régler la marchandise en douceur pour éviter que la cliente prenne en grippe le magasin, une règle absolue. Excusez-moi, encore une autre fois. Où c'est que vous l'avez mis? Il est là, madame. Ah, je vous le pose à sa place, allez. Ah non, bah... Hop. Bonne journée, madame. 2 minutes plus tard, c'est un fromage qui a été oublié au fond d'un autre caddie. Bonjour, madame. Excuse-moi, surveillance de... C'est juste pour une petite vérification, je crois, la vidéo, là, c'est que le fromage, il n'est pas passé en caisse. Non, mais il n'y a pas de mal, je veux juste vous demander... Et pour Eliès, juste à la caisse centrale. c'est comme ça toute la journée. Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oublis. Pour un total de combien à peu près? Ben, total, je sais pas, et 14 au moins, je veux dire 60 €, on va dire. 60 €, une petite somme à l'échelle d'un hypermarché. Mais en un an, c'est l'équivalent de 100 000 € qui ont ainsi été récupérés. Et surtout, le magasin a poussé bon nombre de voleurs à aller s'approvisionner ailleurs. Un magasin qui ne s'équiperait pas se verrait attirer vers lui toute la délinquance, si vous voulez, et donc avec une montée exponentielle des vols dans l'hypermarché, ce qui conduirait à sa perte. Malheur au magasin sous-équipé. Durant 2 années dans l'Est de la France, une mère de famille endettée a dérobé 3 500 articles pour plus de 85 000 €. Elle avait trouvé une faille dans le système de surveillance de son hypermarché qui n'y a vu que du feu. C'est en revendant la marchandise sur eBay qu'elle a finalement été repérée par des gendarmes.
Voilà du coup pour les magasins. Le vol à l'étalage est un délit commis par des personnes qui ignorent parfois tous les risques encourus. Le quartier des grands magasins il y a quelques semaines, avec ses décorations monumentales et ses nombreuses marques, le temple de la consommation parisienne n'échappe pas à la fauche. Profitant de la foule, des dizaines de voleurs y opèrent quotidiennement. Résultat, des courses-poursuites à répétition. Pour mieux passer inaperçu, ici la plupart des vigiles travaillent en civil. Ils ne sont pas les seuls. Troisième ici à droite, troisième étage. Franck fait partie de la brigade anticriminalité. Depuis des années, ce policier arpente les magasins comme un simple badaud. Sa cible prioritaire, les délinquants qui s'attaquent aux personnes. Cet homme qui porte un manteau noir en fait partie. Nous sommes en présence d'un pickpocket magnifique qui passe très bien. Vous avez vu, un certain âge, élégant, tout ce qu'il faut pour réussir un vol tir. Dehors, l'homme ce soir va s'emparer d'un portefeuille. Après avoir pris l'argent qu'il contenait, il tente de s'en débarrasser dans la boîte aux lettres d'une banque. Intervention de Franck. Bouge pas, récupère-moi le portefeuille là. Difficile pour l'homme Bouge pas. de nier le flagrant délit. Gentil, ok. La main derrière. 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 Gentil, ok. Bouge pas. Bouge pas. À force de traquer toutes les formes de délinquance dans le quartier, Franck est devenu un expert dans son domaine. Faut pas mettre de cravate aujourd'hui, hein. Ça portait pas chance. Hein. Lendemain matin, au commissariat de la rue de Parme. Franck et son collègue Fouad nous proposent de les suivre sur le terrain. Avec eux, nous allons découvrir le mode opératoire des voleurs à l'étalage. Des personnes parfois inconnues des services de police. Franck est d'ailleurs souvent le premier surpris par le profil de ceux qui l'interpellent. Ça peut être un toxicomane qui va venir voler quelques articles pour pouvoir se payer une dose de matière stupéfiante. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être aussi des gens qui vivent du vol à l'étalage, hein, grands professionnels qui font leurs courses à longueur de journée en oubliant à chaque fois de passer en caisse. Ça peut être aussi les personnes âgées qui sont dans le besoin, malheureusement. Hein, c'est un peu moins drôle. Ensuite, on peut avoir affaire à l'ado. J'appellerais plutôt la fashion victime. Hein. Les fashion victimes, un cas fréquent. Et c'est souvent au détour d'un événement presque anodin que les policiers les repèrent. Comme ces deux adolescentes qui semblent se quereller. Juste là, juste derrière moi. Une asiatique habillée en noir. Elle est toute petite, elle doit faire 1m50. Elle est accompagnée d'une autre jeune, châtain clair. À droite, la jeune femme fait mine d'étrangler son amie. Elle semble lui ordonner de payer un article avec sa propre carte bancaire. Elle a l'air vraiment de l'intimider par geste et par la parole. Est-ce qu'elle a force à, je sais pas, à faire une escroquerie ou alors à sortir de la cam du magasin? On va bien voir. Les deux jeunes femmes choisissent quelques articles et se dirigent vers une cabine d'essayage. Régulièrement, elles regardent derrière elles. C'est bizarre parce qu'elle flippe, on dirait, parce qu'elle regarde au-dessus de la cabine, voir s'il y a une caméra ou tu vois, elle veut se rassurer, on dirait. C'est bizarre. La planque commence. Les policiers jouent aux clients pour mieux se fondre dans le public. Les essayages s'enchaînent, le temps passe. Les policiers deviennent de plus en plus suspicieux. C'est encore dedans, ça paraît vraiment long pour essayer des jeans. Hein. Au bout d'une demi-heure, les deux jeunes femmes ressortent. La première se rend à la caisse et règle un article par carte bancaire. Au même instant, pantalon rouge sous le bras, la seconde repart pour une nouvelle séance d'essayage. Fouad commence à comprendre le scénario échafaudé par les deux adolescentes. Je crois que c'est bon, hein. Elles ont acheté des choses pour peut-être justifier un ticket de caisse. Soupçon confirmé. Les deux jeunes femmes quittent le magasin en emportant dans leur sac le jean rouge qu'elles n'ont pas réglé.
Bonjour les filles, c'est la police. N'ayez pas peur. On peut discuter 2 minutes. Pour comparer leurs versions, elles sont d'abord interrogées séparément. C'est pourquoi je procède à un contrôle. Alors, j'attends une explication. C'est ok, c'est dérobé. Pantalon, vous l'avez tapé toutes les deux quand vous êtes rentrés dans la cabine d'essayage. La preuve en est, je pourrais même dire que ce jean, à mon avis, il n'est pas pour vous, il est pour votre copine. C'est apparemment par souci d'économie qu'elles ont décidé de dérober le pantalon. Les raisons. Je voulais garder mon enfant. Encore une fashion victime. L'une des jeunes femmes craque. On va le payer. L'autre, qui semblait la menacer il y a quelques instants, propose de dédommager le magasin. S'il faut payer le double. Peine perdue. Les policiers vont les conduire au commissariat où leurs parents seront convoqués, car elles sont mineures. Que risque-t-elle pour ce vol? C'est avec une autre jeune femme, une étudiante majeure, que nous allons le découvrir. Nous l'appellerons Stéphanie. Stéphanie finance ses études en faisant du babysitting. Bonjour mademoiselle. Aujourd'hui, elle a voulu s'offrir un jean à bon compte. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. Vous savez pas? C'est une bêtise, c'est nul. Ah oui, ça c'est nul, c'est sûr. C'est nul parce que bon, de voler, d'accord, de dégrader. Donc ça, le magasin il peut plus le vendre, c'est invendable. Pour dérober ce jean, Stéphanie n'a pas hésité à arracher l'antivol. Et 160 € pour un jean. Donc, vous êtes placé en garde à vue depuis 13h45, l'heure de votre interpellation au magasin. Se retrouver en garde à vue pour un jean, Stéphanie n'en revient pas. Commise avec dégradation. Bah là, ça me paraît surréaliste. Je pensais vraiment pas qu'un jour j'irais en garde à vue. Enfin, moi, j'ai pas du tout le sentiment d'être une délinquante et les personnes qui volent plus que moi autour de moi ne sont pas des délinquantes. Bah ouais, mais pourtant t'as commis un délit, un vol, donc t'es une délinquante. Ouais. Je sais que le mot est grand, mais quand on réfléchit bien, comme tu dis, en prenant du recul, t'as commis un délit, t'es une délinquante, t'es une voleuse. Même si ça fait mal aux oreilles et que tu te considères pas comme une voleuse, t'en es une quand même. Un vol, c'est un vol, même si c'est un jean, si c'est... hein. Donc vous pouvez être condamné pour ça. Et avoir un casier judiciaire. Et si jamais un jour vous voulez passer des concours dans la fonction publique, etc., c'est foutu. Donc pour une connerie de jeunesse, vous pouvez être emmerdé toute votre vie. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes, pour essayer de leur mettre un peu du plomb dans la tête. Pour une petite connerie en se disant, merde, voilà, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Non, en plus, on n'a pas besoin de ça. Enfin, j'ai pas de honte. Alors pourquoi la refait? C'est quoi? C'est un coup de tête? C'est l'adrénaline? C'est se foutre les jetons? C'est les copines qui ont dit que c'était facile? Ouais, hein? ça se passe comme ça. C'est ça? Ouais, voilà. C'est souvent ça. C'est facile. Les copines ont dit, elles ont fait, elles ne sont pas fait attraper. Donc moi, pourquoi pas? Eh ben non. Allez, je te laisse signer ta notification de garde à vue. Après la leçon de morale, il faut maintenant contacter le parquet. Au bout du fil, un magistrat va décider de la suite à donner à l'affaire. L'offre de rembourser éventuellement. Elle s'engage à rembourser le pantalon et à venir me présenter le ticket de caisse dans les meilleurs délais. D'accord. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, est-ce qu'au niveau de ses antécédents, elle est inconnue. Elle est inconnue. Ouais. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, on va l'envoyer chez le délégué du procureur. Pas d'antécédents, un vol relativement modeste. Dans ce genre de cas, la justice est plutôt clémente. Et si elle offre de rembourser, bon, bah ça se fera dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Hop. Et je paye le 27. Oui, voilà, en fait. Stéphanie est soulagée. Elle ne sera pas condamnée. Hop. En espérant ne plus te revoir. Moi aussi. Oui, non? Allez. Dans quelques semaines, un magistrat lui rappellera la loi et exigera le remboursement intégral du jean, soit 160 €. Il va falloir faire quelques babysitting pour rembourser. Voilà, on va travailler un peu. En général, ce traitement judiciaire suffit à dissuader les voleurs amateurs. Ouais, c'est bon. Pour les professionnels de la fauche, en revanche, les sanctions peuvent vite grimper. Terminé.
un récidiviste peut prendre beaucoup pour, on va dire, par exemple, un flacon de parfum, un objet simple, il peut prendre plusieurs mois de prison si effectivement il est récidiviste, s'il a déjà été jugé et condamné pour ce même genre de fait, oui. Oui, ça peut aller loin. Et les récidivistes ne sont pas les seuls à risquer de la prison ferme. Là, par ici. Monsieur, en garde à vue pour vol létal. Ce soir, cet homme a été interpellé par des vigiles, ce sac à la main. À l'intérieur, des vêtements très haut de gamme. Bonsoir. La somme est rondelette. 2 935 €. 2 935 €. Eh ben... Cette fois, l'affaire est grave. Une quinzaine d'articles d'un coup. Le vol vise peut-être à alimenter un réseau de revente de vêtements de luxe. En attendant, celui qui a été trouvé avec ça, avec lui, c'est qui? C'est bien. Non mais dis-le, c'est qui? C'est moi. Voilà. Pour sa défense, l'homme affirme tout ignorer du contenu du sac et avoir été manipulé par l'un de ses amis. On vous interpelle avec un sac dans la main qui contient des habits neufs. C'est pas compliqué. De là, on voit que c'est emballé, c'est de la marque et que de la marque. Il y en a pour 2 900 €, il n'y a que des fringues, il n'y a que ça. Et on vous dit, et vous êtes en train de me raconter que c'est quelqu'un que vous connaissez au foot, qui vous a mis ça dans les mains, qu'il a mis votre écharpe dessus, sans savoir, et vous dites, ah ben je le prends, on prend mon écharpe, on le met dessus, je sais pas, voilà. Et j'ai pas payé pour sortir même, à la base. Il me donne le sac, si vous voulez, vous regardez même le... D'accord. Il me donne le sac. Un sac de plein. Et s'il y a une bombe dedans, vous prenez n'importe quoi dans la main? Il me dit, tiens. Tiens, c'est la tête d'une femme qui est coupée. Vous le prenez? C'est sur moi, j'ai pas eu la vive intention de regarder. Vous prenez quelque chose, vous savez pas ce qu'il y a dedans, j'ai du mal à le croire. Voilà. Nier l'évidence. Asseyez-vous, monsieur. Un mode de défense fréquent lorsque les risques judiciaires sont élevés. Ce n'est pas le seul. L'enquête déterminera si t'as voulu voler ou non. Point. Nouvelle interpellation. Une femme d'une cinquantaine d'années. Dans ses affaires personnelles, des vigiles ont retrouvé pour 2 500 € de marchandises. On va tout sortir, vous allez voir l'ampleur d'une femme, ce qu'elle peut prendre dans un sac à main. Malgré la somme, cette fois l'interrogatoire va se dérouler en douceur. Oui, elle a pris ça dans son sac à main. Tout assez. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est pas de la nourriture madame? Je suis vraiment désolé. J'ai le problème à gogo. Apparemment, l'auteur des faits est une personne fragile. Et désolé, mais je travaille pas. Mais on comprend madame que ce soit très dur pour vous, mais... Je sais que ça se fait pas, je sais que je paye très grand sport. Je le comprends. Elle affirme avoir agi sous l'effet d'une envie irrésistible. J'essaie de vous dire qu'est-ce qui m'a pris. Elle serait kleptomane. Alors maintenant, j'ai pas tellement besoin de médicaments. Bon, de toute façon, vous allez aller voir un médecin, et un médecin spécialisé, et vous lui direz tout ça, d'accord madame? Vraie pathologie ou volonté d'amadouer les policiers? Le psychiatre des urgences médico-judiciaires va voir si cette personne est effectivement atteinte de la maladie du vol, hein, entre guillemets, ou si elle a fabule. La kleptomanie, une maladie complexe. La kleptomanie, Nadine vit avec depuis des années. Une souffrance dont les petites boutiques qu'elle croise sur son chemin font parfois les frais. Comme cette pharmacie par exemple. J'ai plusieurs marques fétiches. Bien évidemment, en général, celles qui sont les plus coûteuses. Aujourd'hui, en notre présence, Nadine s'est engagée à ne rien voler. Non, mais comme bon, avec vous, je peux rien toucher, donc je vais juste vous les montrer. Si vous le touchez, vous avez peur de passer à l'acte? Tout à fait. Et j'en ai très envie. Pour tout vous dire, j'en ai très envie. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Avec son look de cliente des beaux quartiers, Nadine a littéralement pillé certains magasins. Bonjour. Ce genre de boutique de bijoux fantaisie, par exemple. Il y a une époque où je partais avec les portants entiers. Nadine a longtemps fait une fixation sur ses présentoirs à bijoux. Elle en a dérobé de grosses quantités pour un montant à peine croyable.
10 000 euros. Peut-être plus, 10 000 euros. À plusieurs reprises, Nadine a été interpellée. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines, dans cette boutique Tendance. Nous allons le constater, le personnel ne l'a pas oublié. Sa seule apparition va suffire à provoquer l'affolement. Regardez bien à droite, un vendeur la reconnaît et part immédiatement prévenir son patron. Je ne dis rien. Quoi? Mais pas aujourd'hui. Non, mais c'est pas bon. Ah non, désolé. Bah oui, mais t'as... Madame, vous êtes avec madame? Oui, je sais pas. Bon, bah alors surveillez-la de près. Oui, bah c'est pour ça. Pas de soucis que vous en faites pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais madame est kleptomane, donc... Voilà, oui, j'ai été... volé le magasin, donc voilà. Non, mais j'ai été transféré en urgence après à l'hôpital, là. Ça s'est pas arrêté. Mais justement, c'est pour ça que je suis accompagné. D'accord. Bon, oui, c'est parfait. Quand tu vous surveille, on a l'œil. Ouais. Donc c'était un truc comme ça que j'avais acheté. Généralement acheté chez Nadine, cela signifie voler. Ici, c'est cette gamelle pour chien qui lui a valu d'être interpellée. Et la gamelle à chien, en fait, j'utilise pas puisque j'ai pas d'animaux. Et elle est même pas jolie, hein. Elle est franchement pas jolie. Alors pourquoi vous l'avez prise? J'aimerais qu'un médecin me dise pourquoi je l'ai pris. Un médecin ou même une personne. Mais en tout cas, moi, j'ai pas la conscience et savoir pourquoi je l'ai pris. Non. Comment expliquer cette irrésistible envie de voler? Merci de m'avoir considéré en tout cas comme kleptomane et non que... Et désolé en tout cas. Et merci. Pour apprendre à se contrôler, Nadine a entamé un suivi psychiatrique. Combien de voleurs sont-ils comme elle de vrais kleptomanes? Difficile à dire. Dans son cabinet, le docteur Elie Antouche en reçoit régulièrement. Pour lui, ses patients sont d'abord victimes de pulsions. L'objectif, c'est je calme mon malaise en volant. C'est comme si c'est un calmant pour leur cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des kleptomanes à ce moment-là? On ne sait pas. Mais beaucoup d'études montrent qu'en faisant ce geste, c'est comme si on s'échoutait à la cocaïne ou à la morphine. C'est comme une drogue. Il y a une sécrétion d'une substance, quelque chose, un excitant? L'excitant qu'on connaît, c'est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir ou l'hormone de l'excitation. Certains experts du sujet disent que la finalité de ce comportement, c'est de se attirer l'attention. C'est comme si, avec ça, on va s'occuper d'eux. Ils cherchent la sanction, mais en fait, c'est pas la sanction, c'est attirer l'attention, qu'on s'occupe d'eux. Si la souffrance de Nadine doit être mesurée aux objets amassés au fil des ans, la sienne doit être immense. Voilà, donc ça fait quand même 4 manteaux de vison. Des manteaux dont elle ne sait que faire et des bijoux qui n'ont pour la plupart jamais quitté leur emballage. 179 €. Celui-ci, par exemple, était à 299 €. Alors ici, on pourrait appeler ça la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire on entasse tout et n'importe quoi. Par exemple, ça, au départ, je ne savais pas ce que c'était. Il a fallu ouvrir pour que je découvre que c'est du savon. Des objets qui perdent souvent tout intérêt à ses yeux une fois dérobés. Par contre, alors dans cette boîte, c'est la boîte à trésors. Alors c'est pareil. Dans cette boîte, c'est assez cheap. C'est pour mettre des étiquettes de bagages. Mais là, on est quand même dans le règne de l'inutile. Totalement. C'est le vol gratuit, c'est le vol gratuit. Oui, déjà le fait d'avoir une étiquette pour mettre ses bagages, c'est limite un petit peu idiot, je dirais. Mais en avoir autant, là, c'est carrément... c'est débile. C'est débile. Pour moi, ça me prend de la place. Et puis à chaque fois que je les revois, je me dis que c'est du n'importe quoi. J'avais soigné une malade qui volait des choux. Elle est dans un magasin d'alimentation. Elle sortait avec 10 choux. Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 choux? Et dans sa tête, elle s'était sûre que c'était con, nul, mais elle sortait avec 10 choux. Et avec 10 choux, elle se fait attraper, parce qu'elle ne peut pas les cacher. Bon. Mais dans sa tête, il fallait voler 10 choux, vous voyez. Ça, c'est un exemple de kleptomanie typique. Retour dans le secteur des grands magasins.
Franck et ses collègues sont sur la piste de 4 jeunes, ici à l'image. Apparemment des voleurs confirmés qui tentent de sortir la marchandise en se jouant des protections. La technique du groupe est bien rodée, s'isoler à tour de rôle en cabine pour y retirer les macarons anti-vol. Est-ce le fait de notre présence ou de celle des policiers? Soudain, les 4 garçons reposent les articles et décident de quitter les lieux. Surprenant, lorsque l'on sait qu'ils avaient fait le plus gros du travail. Donc là, ils ont tenté leur chance et... Ils ont retiré l'antivol, hein. C'est quand même marque prestigieuse, il y a quand même pour un petit paquet de pognon. Pour retirer ces antivols, les voleurs chevronnés ne sont jamais à court d'imagination. Les collègues de Franck sont bien placés pour le savoir. Les objets voués à la destruction. Dans cette caisse à outils, on a tous dans notre bureau une partie des objets saisis sur les auteurs de différents délits. Ce sont des affaires diverses. Marteau et coups de poing américains pour la délinquance de rue. Pince coupante pour ceux qui fauchent dans les magasins. Tout ça, ça sert à quoi? À couper les bips. Et puis les petites, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'elles se cachent. Ça, on la met dans une poche facilement, on la sort dans une cabine, elle se manipule facilement. On glisse, on coupe. Mais on a même plus élaboré encore. Alors voilà. Il y a le Top Pro, une débipeuse. Le bip, il arrive ici. Hop. Ça enlève le bip. Et lorsque les voleurs ne parviennent pas à retirer les antivols, ça s'appelle une cage Faraday. Un sac spécialement aménagé pour bloquer les rayons des portiques de sécurité. Alors là, c'est carrément avec le sac du magasin, à l'enseigne du magasin, doublé d'aluminium. Ça les empêche pas de se faire visiblement attraper quand même? Bah non, parce que déjà, ils rentrent dans un magasin avec un sac de l'enseigne. Bon, c'est bizarre. Et puis, donc, ils sont là, les agents de sécurité, ils font gaffe, quoi. Ces techniques expliquent en partie l'augmentation des vols, mais en partie seulement. La principale raison est ailleurs. Pour satisfaire leurs clients, les hypermarchés ont peu à peu supprimé les vitrines qui protégeaient les articles les plus chers. Passer par un vendeur pour accéder aux baladeurs GPS et appareils photo est devenu une contrainte pour le consommateur. Résultat, des produits autrefois abrités derrière des vitres sont aujourd'hui disponibles en libre service. C'est notamment le cas de ces consoles de jeux. La règle, on touche le produit, on l'achète, c'est ça en fait. On peut regarder la notice, on peut regarder les caractéristiques techniques. Je l'ai dans la main, je le prends et je me dirige vers les caisses. C'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion? Tout à fait, l'achat d'impulsion. Et ça permet d'augmenter les ventes? Très fortement, on estime qu'un produit comme ça, c'est 30 à 70% de ventes en plus par rapport au même produit qui serait sous une vitrine. Mais est-ce qu'il y a un inconvénient au fait d'avoir libéré le produit des vitrines? L'inconvénient, c'est qu'on augmente le taux de vol et que on a pu sécuriser fortement ce produit avec ce genre d'araignée anti-vol, comme on l'appelle, qui permet de limiter fortement le vol. Mais le fait de le sortir des vitrines, on augmente quand même statistiquement la potentialité du vol. Voilà. De quel ordre? Sur un produit comme ça, on a pu nous en dérober une petite dizaine, hein, avec des ventes très largement supérieures. Donc le magasin s'y retrouve quelque part, mais on peut dire quand même que le taux de vol a augmenté sur ce produit. Alors pour contrer l'augmentation de la fauche, David Grard a rendez-vous chez ce fabricant de matériel anti-vol. Merci. C'est cette société qui fournit bon nombre de magasins en protection de toutes sortes. Si le fil est coupé, il y a bien sûr un signal qui se déclenche. Son mot d'ordre: donner du fil à retordre aux voleurs, avec des systèmes d'alarme toujours plus complexes. Et voici sa dernière nouveauté, celle pour laquelle David Grard a fait le déplacement. Donc là, j'ai un t-shirt qui est protégé donc, visiblement par un macaron. Je détache... Avec ce système, même si le voleur retire l'antivol, une surprise l'attend. Et pourtant, je passe dans les antennes et elle déclenche un signal. Le secret, une puce, une sorte de mouchard miniature dissimulée à l'intérieur des vêtements. À un endroit qui n'est pas évident à trouver. Même pour quelqu'un, là voilà, je l'ai. Voilà, donc ici, on voit bien
Il y a une protection anti-vol. Cette étiquette peut être introduite dans n'importe quel article. Discrète, elle est particulièrement difficile à localiser. Ils ont été protégés à la source. Et vous-même, là, sur ce produit, vous êtes capable d'identifier l'endroit où se trouve l'étiquette? Tout de suite comme ça, non, je serais incapable de vous dire. Donc vraisemblablement, il est dans l'emballage ou pratiquement sur le produit. Donc là, il faudrait le découper avec du matériel pour pouvoir savoir où il se trouve exactement. Et moi-même, je ne serais pas capable de vous dire où sont toutes les protections de l'ensemble de ces produits. Un système introduit dès la fabrication de l'article. Donc ici, dans cette chaussure, c'est sous la semelle qui est collée à la chaussure. Donc là, impossible de la trouver à moins d'arracher la semelle. Non, c'est soit arracher la semelle, la découdre, voire même au cutter ouvrir la chaussure. À 5 centimes d'euros l'unité, cette puce risque fort d'inonder le marché. Dans le magasin de David Grard, certaines bouteilles en sont déjà équipées. Bientôt, ce sera la plupart des articles. Dans le combat qu'il mène contre la fauche, les magasins espèrent enfin avoir repris une longueur d'avance sur les voleurs. Pour combien de temps ? Et nous accueillons tout de suite sur ce plateau Michel Guettienne, l'auteur de cette enquête. Michel, bonsoir. Bonsoir Michel. Alors vous avez rencontré des difficultés pour réaliser ce reportage, mais pas forcément là où vous les attendiez. Racontez-nous un peu. Nous avons pu travailler très facilement avec les forces de l'ordre, les policiers sur le terrain. Ils nous ont ouvert largement leurs portes. Nous avons pu recueillir le témoignage, comme on le voit, d'une kleptomane, d'une voleuse pathologique. En revanche, bizarrement, ce sont les principales victimes de ces vols qui, elles, ont eu le plus de difficultés à nous ouvrir leurs portes, à savoir les magasins. Et pourquoi ? Parce que c'est un sujet extrêmement délicat à manier. La fauche, c'est généralisé, tout le monde le sait, mais expliquer devant une caméra qu'elle se pratique allègrement dans son propre magasin, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile en termes d'image. Et à l'inverse, montrer qu'on consacre des sommes importantes à la protection de la marchandise, à travers notamment les systèmes de vidéosurveillance, c'est prendre le risque de donner le sentiment au client qu'il est épié, qu'il est traqué. Et ça, c'est pas forcément très vendeur non plus. Michel, on voit dans votre reportage que lorsque des voleurs sont repérés et arrêtés, les magasins leur demandent parfois de rembourser simplement leur forfait. Alors, est-ce qu'il y a parfois des poursuites judiciaires et dans quel cas ? Il y a des poursuites judiciaires. Il faut voir que d'une manière générale, la justice sanctionne plus facilement les atteintes aux personnes que les atteintes aux biens. Là, on est clairement dans la deuxième catégorie et en plus avec des montants qui sont souvent relativement faibles. 50 €, vous dites dans votre reportage, c'est la moyenne. Oui, dans l'hypermarché qu'on voit au début, on est même à 17 € de moyenne. Donc pour des montants comme ceux-là, les poursuites sont rares. Un magistrat m'a d'ailleurs confié lors de l'enquête qu'il ne poursuivait pas lui pour des montants inférieurs à 150 €. Mais il n'existe pas de règle absolue dans ce domaine. L'an dernier, une mère de famille qui était dans le besoin a été condamnée à 1 mois de prison ferme. Elle avait volé pour 52 € de nourriture pour ses enfants, a-t-elle dit. Elle était récidiviste ? Oui. Alors justement, dans votre reportage, vous évoquez peu ce qu'on appelle le vol de nécessité, c'est-à-dire ce vol qui permet à des personnes tout simplement parfois de se nourrir. Est-ce que c'est un vol marginal, le vol de nécessité ? Clairement, en tout cas, ce n'est pas la motivation première de ceux qui fauchent dans les magasins. Le vol par nécessité, effectivement, marginal. Et pour s'en rendre compte, il suffit de prendre le classement, le palmarès des objets les plus volés. On en a eu un petit aperçu dans l'hypermarché au début du sujet. Il faut voir que, globalement, la fauche porte d'abord sur l'électronique, le cosmétique, les vêtements de luxe ou les lames de rasoir, par exemple. Et au contraire, eh bien, l'alimentaire est un peu délaissé par les voleurs.